Le vicomte de Bragelonne, partie 49, chapitre 208. Comment Mouston avait engraissé sans en prévenir Porthos, et des désagréments qui en étaient résultés pour ce digne gentilhomme. Depuis le départ d'Athos pour Blois, Porthos et d'Artagnan s'étaient rarement trouvés ensemble. L'un avait fait un service fatigant près du roi, l'autre avait fait beaucoup d'emplettes de meubles qu'il comptait emporter dans ses terres et à l'aide desquelles il espérait fonder, dans ses diverses résidences, un peu de ce luxe de cour dont il avait entrevu l'éblouissante clarté dans la compagnie de Sa Majesté. D'Artagnan, toujours fidèle, un matin que son service lui laissait quelque liberté, songea à Porthos et, inquiet de n'avoir pas entendu parler de lui depuis plus de 15 jours, s'achemina vers son hôtel où il le saisit au sortir du lit. Le digne baron paraissait pensif, plus que pensif, mélancolique. Il était assis sur son lit, demi-nu, les jambes pendantes, contemplant une foule d'habits qui jonchaient le parquet de leurs franges, de leurs galons, de leurs broderies et de leurs cliquetis d'inharmonieuses couleurs. Porthos, triste et songeur comme le lièvre de La Fontaine, ne vit pas entrer d'Artagnan, que lui cachait d'ailleurs en ce moment M. Mouston, dont la corpulence personnelle, fort suffisante en tout cas pour cacher un homme à un autre homme, était momentanément doublée par le déploiement d'un habit écarlate que l'intendant exhibait à son maître en le tenant par les manches, afin qu'il fût plus manifeste de tous les côtés. D'Artagnan s'arrêta sur le seuil et examina Porthos songeant. Puis, comme la vue de ces innombrables habits jonchant le parquet tirait de profonds soupirs de la poitrine du digne gentilhomme, d'Artagnan pensa qu'il était temps de l'arracher à cette douloureuse contemplation, et tout ça pour s'annoncer. « Ah !» fit Porthos, dont le visage s'illumina de joie. « Ah ! Voici d'Artagnan. Je vais enfin avoir une idée. » Mouston, à ces mots, se doutant de ce qui se passait derrière lui, s'effaça en souriant tendrement à l'ami de son maître, qui se trouva ainsi débarrassé de l'obstacle matériel qui l'empêchait de parvenir jusqu'à d'Artagnan. Porthos fit craquer ses genoux robustes en se redressant et, en deux enjambées, traversant la chambre, se trouva en face de d'Artagnan, qu'il pressa sur son cœur avec une affection qui semblait prendre une nouvelle force dans chaque jour qui s'écoulait. « Ah !» répéta-t-il, « vous êtes toujours le bienvenu, cher ami, mais aujourd'hui, vous êtes mieux venu que jamais. »« Voyons, on est triste chez vous ?» fit d'Artagnan. Porthos répondit par un regard qui exprimait l'abattement. « Eh bien, contez-moi cela, Porthos, mon ami, à moins que ce ne soit un secret. »« D'abord, mon ami, dit Porthos, vous savez que je n'ai pas de secret pour vous. Voici donc ce qui m'attriste. »« Attendez, Porthos, laissez-moi d'abord me dépêtrer de toute cette litière de drap, de satin et de velours. »« Oh, marchez, dit piteusement Porthos. Tout cela n'est que rebut. »« Peste, du rebut, Porthos, du drap à 20 livres, l'aune, du satin magnifique, du velours royal. Vous trouvez donc ces habits splendides, Porthos, splendides. Je gage que vous seul en France en avez autant, et en supposant que vous n'en fassiez plus faire un seul, et que vous viviez 100 ans, ce qui ne m'étonnerait pas, vous porteriez encore des habits neufs le jour de votre mort, sans avoir besoin de voir le nez d'un seul tailleur d'aujourd'hui à ce jour-là. » Porthos se secoua la tête. « Voyons, mon ami, dit d'Artagnan, cette mélancolie qui n'est pas dans votre caractère m'effraie. Mon cher Porthos, sortons-en donc. Le plus tôt sera le mieux. »« Oui, mon ami, sortons-en, dit Porthos, si toutefois cela est possible. Est-ce que vous avez reçu de mauvaises nouvelles de Bracieux, mon ami ? » ?»« Non, on a coupé les bois et ils ont donné un tiers de produit au-delà de leur estimation. » »« Est-ce qu'il y a une fuite dans les étangs de Pierrefonds ? » ?»« Non, mon ami, on les a pêchés
Et du superflu de la vente, il y a eu de quoi empoisonner tous les étangs des environs. Est-ce que le vallon se serait éboulé par suite d'un tremblement de terre? Non, mon ami. Au contraire, le tonnerre est tombé à 100 pas du château et a fait jaillir une source à un endroit qui manquait complètement d'eau. Eh bien, alors, qu'y a-t-il? Il y a que j'ai reçu une invitation pour la fête de veau, fit Porthos d'un air lugubre. Eh bien, plaignez-vous un peu. Le roi a causé dans les ménages de la cour plus de s'embrouilles mortelles en refusant des invitations. Ah, vraiment, cher ami, vous êtes du voyage de veau? Tiens, tiens, tiens. Mon Dieu, oui. Vous allez avoir un coup d'œil magnifique, mon ami. Hélas, je m'en doute bien. Tout ce qu'il y a de grand en France va être réuni. Ah, fit Porthos en s'arrachant de désespoir une pincée de cheveux. Ah là, bon Dieu, fit d'Artagnan, êtes-vous malade, mon ami? Je me porte comme le Pont-Neuf, ventre mahon. Ce n'est pas cela. Mais qu'est-ce donc, alors? C'est que je n'ai pas d'habit. D'Artagnan demeura pétrifié. Pas d'habit, Porthos? Pas d'habit, s'écria-t-il, quand j'en vois là plus de 50 sur le plancher. 50, oui, et pas un qui m'aille. Comment? Pas un qui vous aille? Mais on ne vous prend donc pas mesure quand on vous habille? Si fait, répondit Mouston. Mais malheureusement, j'ai engraissé. Comment? Vous avez engraissé? De sorte que je suis devenu plus gros, mais beaucoup plus gros que monsieur le baron. Croiriez-vous cela, monsieur? Parbleu, il me semble que cela se voit. Entends-tu, imbécile, dit Porthos, cela se voit. Mais enfin, mon cher Porthos, reprit d'Artagnan avec une légère impatience, je ne comprends pas pourquoi vos habits ne vous vont point parce que Mouston a engraissé. Je vais vous expliquer cela, mon ami, dit Porthos. Vous vous rappelez m'avoir raconté l'histoire d'un général romain, Antoine, qui avait toujours 7 sangliers à la broche et cuits à des points différents, afin de pouvoir demander son dîner à quelque heure du jour qui lui plût de le faire. Eh bien, je résolus, comme d'un moment à l'autre, je pouvais être appelé à la cour et y rester une semaine, je résolus d'avoir toujours 7 habits prêts pour cette occasion. Puissamment raisonné, Porthos. Seulement, il faut avoir votre fortune pour se passer ces fantaisies-là, sans compter le temps que l'on perd à donner des mesures. Les modes changent si souvent. Voilà, justement, dit Porthos, où je me flattais d'avoir trouvé quelque chose de fort ingénieux. Voyons, dites-moi cela. Pardieu, je ne doute pas de votre génie. Vous vous rappelez que Mouston a été maigre? Oui, du temps qu'il s'appelait Mousqueton. Mais vous rappelez-vous aussi l'époque où il a commencé d'engraisser? Non, pas précisément. Je vous demande pardon, mon cher Mouston. Oh, monsieur n'est pas fautif, dit Mouston d'un air aimable. Monsieur était à Paris, et nous étions, nous, à Pierrefonds. Enfin, mon cher Porthos, il y a un moment où Mouston s'est mis à engraisser. Voilà ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, mon ami, et je m'en réjouis fort à cette époque. Peste, je le crois bien, fit d'Artagnan. Vous comprenez, continua Porthos, ce que cela m'épargnait de peine. Non, mon cher ami, je ne comprends pas encore. Mais, à force de m'expliquer... M'y voici, mon ami. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est une perte de temps que de donner sa mesure, ne fût-ce qu'une fois tous les 15 jours. Et puis, on peut être en voyage, et quand on veut avoir toujours 7 habits en train... Enfin, mon ami, j'ai horreur de donner ma mesure à quelqu'un. On est gentilhomme ou on ne l'est pas, que diable! Se faire toiser par un drôle qui vous analyse aux pieds, pouce et ligne, c'est humiliant. Ces gens-là vous trouvent trop creux ici, trop saillant là. Ils connaissent votre fort et votre faible. Tenez, quand on sort des mains d'un mesureur, on ressemble à ces places fortes dont un espion est venu relever les angles et les épaisseurs. En vérité, mon cher Porthos, vous avez des idées qui n'appartiennent qu'à vous. Ah, vous comprenez, quand on est ingénieur. Et quand on a fortifié Belle-Île, c'est juste, mon ami. J'eus donc une idée, et sans doute elle eût été bonne sans la négligence de monsieur Mouston.
D'Artagnan jeta un regard sur Mouston, qui répondit à ce regard par un léger mouvement de corps qui voulait dire « Vous allez voir s'il y a de ma faute dans tout cela. » « Je m'applaudis donc, » reprit Porthos, « de voir engraisser Mouston, et j'aidais même, de tout mon pouvoir, à lui faire de l'embonpoint, à l'aide d'une nourriture substantielle, espérant toujours qu'il parviendrait à m'égaler en circonférence, et qu'alors il pourrait se faire mesurer à ma place. »« Ah, Corbeuf !» s'écria d'Artagnan, « je comprends. Cela vous épargnait le temps et l'humiliation. Parbleu, jugez donc de ma joie quand, après 1 an et demi de nourriture bien combinée, car je prenais la peine de le nourrir moi-même, ce drôle-là. « Oh, et j'y ai bien aidé, monsieur, » dit modestement Mouston. « Ça, c'est vrai. Jugez donc de ma joie lorsque je m'aperçus qu'un matin, Mouston était forcé de s'effacer comme je m'effaçais moi-même pour passer par la petite porte secrète que ces diables d'architectes ont faite dans la chambre de feu Madame du Vallon, au château de Pierrefonds. Et, à propos de cette porte, mon ami, je vous demanderai, à vous qui savez tout, comment ces bellitres d'architectes, qui doivent avoir, par état, le compas dans l'œil, imaginent de faire des portes par lesquelles ne peuvent passer que des gens maigres. »« Ces portes-là, répondit d'Artagnan, sont destinées aux galants. Or, un galant est généralement de taille mince et svelte. »« Madame du Vallon n'avait pas de galant, interrompit Porthos avec majesté. »« Parfaitement juste, mon ami, répondit d'Artagnan, mais les architectes ont songé au cas où, peut-être, vous vous remarieriez. »« Ah, c'est possible, dit Porthos. Et maintenant que l'explication des portes trop étroites m'est donnée, revenons à l'engraissement de Mouston. Mais remarquez que les deux choses se touchent, mon ami. Je me suis toujours aperçu que les idées s'appareillaient. Ainsi, admirez ce phénomène. D'Artagnan. Je vous parlais de Mouston, qui était gras, et nous en sommes venus à Madame du Vallon, qui était maigre. N'est-ce pas prodigieux, cela ? Mon cher, un savant de mes amis, M. Costard, a fait la même observation que vous, et il appelle cela d'un nom grec que je ne me rappelle pas. « Ah, mon observation n'est donc pas nouvelle » s'écria Porthos stupéfait. « Je croyais l'avoir inventée. »« Mon ami, c'était un fait connu avant Aristote, c'est-à-dire voilà 2000 ans à peu près. »« Eh bien, il n'en est pas moins juste, » dit Porthos, enchanté de s'être rencontré avec les sages de l'Antiquité. « À merveille. Mais si nous revenions à Mouston, nous l'avons laissé engraissant à vue d'œil, ce me semble. »« Oui, monsieur, » dit Mouston. « M'y voici, » fit Porthos. Mouston engraissa donc si bien qu'il combla toutes mes espérances, en atteignant ma mesure, ce dont je pus me convaincre, un jour, en voyant sur le corps de ce coquin-là une de mes vestes dont il s'était fait un habit, une veste qui valait 100 pistoles, rien que par la broderie. « C'était pour l'essayer, monsieur, » dit Mouston. « À partir de ce moment, » reprit Porthos, « je décidai donc que Mouston entrerait en communication avec mes tailleurs d'habits et prendrait mesure en mon lieu et place. » Puissamment imaginé, Porthos, mais Mouston a 1 pied et demi moins que vous. Justement, on prenait la mesure jusqu'à terre, et l'extrémité de l'habit me venait juste au-dessus du genou. « Quelle chance vous avez, Porthos, ces choses-là n'arrivent qu'à vous. »« Ah oui, faites-moi votre compliment, il y a de quoi. Ce fut justement à cette époque, c'est-à-dire voilà 2 ans et demi à peu près, que je partis pour Belle-Île, en recommandant à Mouston, pour avoir toujours et en cas de besoin un échantillon de toutes les modes, de se faire un habit tous les mois. Et Mouston aurait-il négligé d'obéir à votre recommandation ? » « Ah, ah, ce serait mal, Mouston. »« Au contraire, monsieur, au contraire. »« Non, il n'a pas oublié de se faire des habits, mais il a oublié de me prévenir qu'il engraissait. »« Dame, ce n'est pas ma faute, monsieur, votre tailleur ne me l'a pas dit. »« De sorte, continua Porthos, que le drôle, depuis 2 ans, a gagné 18 pouces de circonférence, et que mes 12 derniers habits sont tous trop larges progressivement, d'1 pied à 1 pied et demi. Mais les autres, ceux qui se rapprochent du temps où votre taille était la même ?
Ils ne sont plus de mode, mon cher ami, et si je les mettais, j'aurais l'air d'arriver de Siam et d'être hors de cour depuis 2 ans. Je comprends votre embarras. Vous avez combien d'habits neufs? 36? Et vous n'en avez pas un? Eh bien, il faut en faire un 37e. Les 36 autres seront pour Mouston. Ah, monsieur, dit Mouston d'un air satisfait, le fait est que monsieur a toujours été bien bon pour moi. Parbleu, croyez-vous que cette idée ne me soit pas venue ou que la dépense m'ait arrêtée? Mais il n'y a plus que 2 jours d'ici à la fête de veau. J'ai reçu l'invitation hier. J'ai fait venir Mouston en poste avec ma garde-robe. Je me suis aperçu du malheur qui m'arrivait ce matin seulement, et d'ici à après-demain, il n'y a pas un tailleur un peu à la mode qui se charge de me confectionner un habit. C'est-à-dire un habit couvert d'or, n'est-ce pas? J'en veux partout. Nous arrangerons cela. Vous ne partez que dans 3 jours. Les invitations sont pour mercredi et nous sommes le dimanche matin. C'est vrai, mais Aramis m'a bien recommandé d'être à Vaux 24 heures d'avance. Comment? Aramis? Oui, c'est Aramis qui m'a apporté l'invitation. Ah, fort bien, je comprends. Vous êtes invité du côté de monsieur Fouquet? Non pas, du côté du roi, cher ami. Il y a sur le billet, en toutes lettres, Monsieur le baron du Vallon est prévenu que le roi a daigné le mettre sur la liste de ses invitations. Très bien, mais c'est avec monsieur Fouquet que vous partez. Et quand je pense, s'écria Porthos en défonçant le parquet d'un coup de pied, quand je pense que je n'aurai pas d'habit, j'en crève de colère. Je voudrais bien étrangler quelqu'un ou déchirer quelque chose. N'étranglez personne et ne déchirez rien, Porthos. J'arrangerai tout cela. Mettez un de vos 36 habits et venez avec moi chez un tailleur. Bah, mon coureur les a tous vus depuis ce matin. Même monsieur Percerin? Qu'est-ce que monsieur Percerin? C'est le tailleur du roi, parbleu. Ah, oui, oui, dit Porthos, qui voulait avoir l'air de connaître le tailleur du roi et qui entendait prononcer ce nom pour la première fois. Chez monsieur Percerin, le tailleur du roi, parbleu, j'ai pensé qu'il serait trop occupé. Sans doute, il le sera trop, mais soyez tranquille, Porthos. Il fera pour moi ce qu'il ne ferait pas pour un autre. Seulement, il faudra que vous vous laissiez mesurer, mon ami. Ah, fit Porthos avec un soupir, c'est fâcheux. Mais, enfin, que voulez-vous? Dame, vous ferez comme les autres, mon cher ami. Vous ferez comme le roi. Comment? On mesure aussi le roi? Et il le souffre? Le roi est coquet, mon cher, et vous aussi, vous l'êtes, quoi que vous en disiez. Porthos se sourit d'un air vainqueur. Allons donc chez le tailleur du roi, dit-il, et puisqu'il mesure le roi, ma foi, je puis bien, il me semble, me laisser mesurer par lui. Chapitre 209. Ce que c'était que messire Jean Percerin. Le tailleur du roi, messire Jean Percerin, occupait une maison assez grande dans la rue Saint-Honoré, près de la rue de l'Arbre Sec. C'était un homme qui avait le goût des belles étoffes, des belles broderies, des beaux velours, étant de père en fils tailleur du roi. Cette succession remontait à Charles IX, auquel, comme on sait, remontaient souvent des fantaisies de bravoure assez difficiles à satisfaire. Le Percerin de ce temps-là était un huguenot comme Ambroise Paré et avait été épargné par la Roine de Navarre, la belle Margot, comme on écrivait et comme on disait alors, et cela attendu qu'il était le seul qui eût jamais pu lui réussir ces merveilleux habits de cheval qu'elle aimait à porter, parce qu'ils étaient propres à dissimuler certains défauts anatomiques que la Roine de Navarre cachait fort soigneusement. Percerin, sauvé, avait fait, par reconnaissance, de beaux justes noirs, fort économiques pour la reine Catherine, laquelle finit par savoir bon gré de sa conservation aux Huguenots, à qui longtemps elle avait fait la mine. Mais Percerin était un homme prudent. Il avait entendu dire que rien n'était plus dangereux pour un Huguenot que les sourires de la reine Catherine, et, ayant remarqué qu'elle lui souriait plus souvent que de coutume,
il se hâta de se faire catholique avec toute sa famille, et, devenu irréprochable par cette conversion, il parvint à la haute position de tailleur-maître de la couronne de France. Sous Henri III, roi coquet s'il en fut, cette position acquit la hauteur d'un des plus sublimes pics des cordillères. Percerin avait été un homme habile toute sa vie, et, pour garder cette réputation au-delà de la tombe, il se garda bien de manquer sa mort. Il trépassa donc fort adroitement, et juste à l'heure où son imagination commençait à baisser. Il laissait un fils et une fille, l'un et l'autre dignes du nom qu'ils étaient appelés à porter. Le fils, coupeur intrépide et exact comme une équerre, la fille brodeuse et dessinateur d'ornements. Les noces de Henri IV et de Marie de Médicis, les deuils si beaux de ladite reine, firent, avec quelques mots échappés à M. de Bassompierre, le roi des élégants de l'époque, la fortune de cette seconde génération des Percerins. Monsieur Concino Concini et sa femme Galigai, qui brillèrent ensuite à la cour de France, voulurent italianiser les habits et firent venir des tailleurs de Florence. Mais Percerin, piqué au jeu dans son patriotisme et dans son amour-propre, réduisit à néant ces étrangers par ses dessins de brocatelle en application et ses plumetis inimitables. Si bien que Concino renonça le premier à ses compatriotes et tint le tailleur français en telle estime qu'il ne voulut plus être habillé que par lui, de sorte qu'il portait un pourpoint de lui le jour où Vitry lui cassa la tête d'un coup de pistolet au petit pont du Louvre. C'est ce pourpoint, sortant des ateliers de maître Percerin, que les Parisiens eurent le plaisir de déchiqueter en tant de morceaux avec la chair humaine qu'il contenait. Malgré la faveur dont Percerin avait joui près de Concino Concini, le roi Louis XIII eut la générosité de ne pas garder rancune à son tailleur et de le retenir à son service. Au moment où Louis le Juste donnait ce grand exemple d'équité, Percerin avait élevé 2 fils, dont l'un fit son coup d'essai dans les noces d'Anne d'Autriche, inventa pour le cardinal de Richelieu ce bel habit espagnol avec lequel il dansa une sarabande, fit les costumes de la tragédie de Miram et cousit au manteau de Buckingham ces fameuses perles qui étaient destinées à être répandues sur les parquets du Louvre. On devient aisément illustre quand on a habillé M. de Buckingham, M. de Cinq-Mars, Mademoiselle Ninon, M. de Beaufort et Marion Delorme. Aussi, Percerin III avait-il atteint l'apogée de sa gloire lorsque son père mourut. Ce même Percerin III, vieux, glorieux et riche, habillait encore Louis XIV, et, n'ayant plus de fils, ce qui était un grand chagrin pour lui, attendu qu'avec lui sa dynastie s'éteignait, et n'ayant plus de fils, disons-nous, avait formé plusieurs élèves de belle espérance. Il avait un carrosse, une terre, des laquais, les plus grands de tout Paris, et, par autorisation spéciale de Louis XIV, une meute. Il habillait messieurs de Lyonne et Le Tellier avec une sorte de protection. Mais, homme politique, nourri au secret d'État, il n'était jamais parvenu à réussir un habit à M. Colbert. Cela ne s'explique pas, cela se devine. Les grands esprits, en tout genre, vivent de perceptions invisibles, insaisissables. Ils agissent sans savoir eux-mêmes pourquoi. Le grand Percerin, car, contre l'habitude des dynasties, c'était surtout le dernier des Percerins qui avait mérité le surnom de grand, le grand Percerin, avons-nous dit, taillait d'inspiration une jupe pour la reine ou une trousse pour le roi. Il inventait un manteau pour monsieur, un coin de bas pour madame, mais, malgré son génie suprême, il ne pouvait retenir la mesure de M. Colbert. « Cet homme-là, disait-il souvent, est hors de mon talent, et je ne saurais le voir dans le dessin de mes aiguilles. » Il va sans dire que Percerin était le tailleur de M. Fouquet et que M. le surintendant le prisait fort. M. Percerin avait près de 80 ans, et cependant il était vert encore, et si sec en même temps, disaient les courtisans, qu'il en était cassant. Sa renommée et sa fortune étaient assez grandes pour que M. le Prince, ce roi des petits maîtres,
lui donna le bras en causant costume avec lui, et que les moins ardents, à payer parmi les gens de cour, n'osassent jamais laisser chez lui des comptes trop arriérés. Car maître Percerin faisait une fois des habits à crédit, mais jamais une seconde s'il n'était pas payé de la première. On conçoit qu'un pareil tailleur, au lieu de courir après les pratiques, fut difficile à en recevoir de nouvelles. Aussi Percerin refusait d'habiller les bourgeois ou les anoblis trop récents. Le bruit courait même que M. de Mazarin, contre la fourniture désintéressée d'un grand habit complet de cardinal en cérémonie, lui avait glissé, un beau jour, des lettres de noblesse dans sa poche. Percerin avait de l'esprit et de la malice. On le disait fort égrillard. À 80 ans, il prenait encore d'une main ferme la mesure des corsages de femmes. C'est dans la maison de cet artiste, grand seigneur, que d'Artagnan conduisit le désolé Porthos. Celui-ci, tout en marchant, disait à son ami : « Prenez garde, mon cher d'Artagnan, prenez garde de commettre la dignité d'un homme comme moi avec l'arrogance de ce Percerin, qui doit être fort incivil, car je vous préviens, cher ami, que s'il me manquait, je le châtierais. »« Présentez par moi, répondit d'Artagnan. Vous n'avez rien à craindre, cher ami, fussiez-vous ce que vous n'êtes pas. »« Ah, c'est que... » »« Quoi donc ? Auriez-vous quelque chose contre Percerin ? Voyons, Porthos. »« Je crois que... dans le temps... » »« Eh bien, quoi, dans le temps ? » ?»« J'aurais envoyé Mousqueton chez un drôle de ce nom-là. »« Eh bien, après ? » ?»« Et que ce drôle aurait refusé de m'habiller. »« Oh, un malentendu, sans doute, qu'il est urgent de redresser. Mouston aura confondu. »« Peut-être. Il aura pris un nom pour un autre. » »« C'est possible. Ce coquin de Mouston n'a jamais eu la mémoire des noms. »« Je me charge de tout cela. »« Fort bien. »« Faites arrêter le carrosse, Porthos. C'est ici. »« C'est ici ? » ?»« Oui. »« Comment ? Ici ? Nous sommes aux Halles, et vous m'avez dit que la maison était au coin de la rue de l'Arbre-Sec. »« C'est vrai, mais regardez. »« Eh bien, je regarde, et je vois... » »« Quoi ? » ?»« Que nous sommes aux Halles, pardieu. »« Vous ne voulez pas, sans doute, que nos chevaux montent sur le carrosse qui nous précède. »« Non. Ni que le carrosse qui nous précède monte sur celui qui est devant. Encore moins. Ni que le deuxième carrosse passe sur le ventre aux 30 ou 40 autres qui sont arrivés avant nous. »« Ah, par ma foi, vous avez raison. »« Ah, que de gens, mon cher, que de gens. Hein ? Et que font-ils là, tous ces gens ? C'est bien simple, ils attendent leur tour. Bah, les comédiens de l'hôtel de Bourgogne seraient-ils déménagés ? Non, leur tour pour entrer chez monsieur Percerin. Mais nous allons donc attendre aussi, nous ? Nous serons plus ingénieux et moins fiers qu'eux. Qu'allons-nous faire, donc ? Nous allons descendre, passer parmi les pages et les laquais, et nous entrerons chez le tailleur. C'est moi qui vous en réponds, surtout si vous marchez le premier. Allons, fit Porthos. Et tous deux, étant descendus, s'acheminèrent à pied vers la maison. Ce qui causait cet encombrement, c'est que la porte de M. Percerin était fermée, et qu'un laquais, debout à cette porte, expliquait aux illustres pratiques de l'illustre tailleur que, pour le moment, M. Percerin ne recevait personne. On se répétait au dehors, toujours d'après ce qu'avait dit confidentiellement le grand laquais à un grand seigneur pour lequel il avait des bontés, on se répétait que M. Percerin s'occupait de 5 habits pour le roi et que, vu l'urgence de la situation, il méditait dans son cabinet les ornements, la couleur et la coupe de ces 5 habits. Plusieurs, satisfaits de cette raison, s'en retournaient heureux de la dire aux autres, mais plusieurs aussi, plus tenaces, insistaient pour que la porte leur fût ouverte, et parmi ces derniers, 3 cordons bleus désignés pour un balai qui manquerait infailliblement si les 3 cordons bleus n'avaient pas des habits taillés de la main même du grand Percerin. D'Artagnan, poussant devant lui Porthos, qui effondra les groupes,
parvint jusqu'au comptoir, derrière lesquels les garçons tailleurs s'escrimaient à répondre de leur mieux. Nous oublions de dire qu'à la porte, on avait voulu consigner Porthos comme les autres, mais d'Artagnan s'était montré, avait prononcé ces seules paroles. « Ordre du roi !» Et il avait été introduit avec son ami. Ces pauvres diables avaient fort à faire et faisaient de leur mieux pour répondre aux exigences des clients en l'absence du patron, s'interrompant de piquer un point pour tourner une phrase, et, quand l'orgueil blessé ou l'attente déçue les gourmandait trop vivement, celui qui était attaqué faisait un plongeon et disparaissait sous le comptoir. La procession des seigneurs mécontents faisait un tableau plein de détails curieux. Notre capitaine des mousquetaires, homme au regard rapide et sûr, l'embrassa d'un seul coup d'œil. Mais, après avoir parcouru les groupes, ce regard s'arrêta sur un homme placé en face de lui. Cet homme, assis sur un escabeau, dépassait de la tête à peine le comptoir qui l'abritait. C'était un homme de 40 ans à peu près, à la physionomie mélancolique, au visage pâle, aux yeux doux et lumineux. Il regardait d'Artagnan et les autres, une main sous son menton, en amateur curieux et calme. Seulement, en apercevant et en reconnaissant sans doute notre capitaine, il rabattit son chapeau sur ses yeux. Ce fut peut-être ce geste qui attira le regard de d'Artagnan. S'il en était ainsi, il en était résulté que l'homme au chapeau rabattu avait atteint un but tout différent de celui qu'il s'était proposé. Au reste, le costume de cet homme était assez simple, et ses cheveux étaient assez uniment coiffés pour que des clients peu observateurs le prissent pour un simple garçon tailleur accroupi derrière le chêne et piquant avec exactitude le drap et le velours. Toutefois, cet homme avait trop souvent la tête en l'air pour travailler fructueusement avec ses doigts. D'Artagnan n'en fut pas dupe, lui, et il vit bien que si cet homme travaillait, ce n'était pas, assurément, sur les étoffes. « Eh, dit-il en s'adressant à cet homme, vous voilà donc devenu garçon tailleur, monsieur Molière ?»« Chut, monsieur d'Artagnan, répondit doucement l'homme. Chut, au nom du ciel, vous m'allez faire reconnaître. Eh bien, où est le mal ? Le fait est qu'il n'y a pas de mal, mais vous voulez dire qu'il n'y a pas de bien non plus, n'est-ce pas ? Hélas, non, car j'étais, je vous l'affirme, occupé à regarder de bien bonnes figures. Faites, monsieur Molière, je comprends l'intérêt que la chose a pour vous, et je ne vous troublerai point dans vos études. Merci. Mais à une condition, c'est que vous me direz où est réellement monsieur Percerin. Oh, cela, volontiers. Dans son cabinet. Seulement, on ne peut pas y entrer. Inabordable. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Il m'a fait entrer ici afin que je fusse à l'aise pour y faire mes observations, et puis il s'en est allé. Eh bien, mon cher monsieur Molière, vous l'allez prévenir que je suis là, n'est-ce pas ? Moi ? S'écria Molière, du ton d'un brave chien à qui l'on retire l'os qu'il a légitimement gagné. Moi ? Me déranger ? Ah, monsieur d'Artagnan, comme vous me traitez mal. Si vous n'allez pas prévenir tout de suite monsieur Percerin que je suis là, mon cher monsieur Molière, dit d'Artagnan à voix basse, je vous préviens d'une chose, c'est que je ne vous ferai pas voir l'ami que j'amène avec moi. Molière désigna Porthos d'un geste imperceptible. Celui-ci, n'est-ce pas ? dit-il. Oui. Molière attacha sur Porthos un de ces regards qui fouillent les cerveaux et les cœurs. L'examen lui parut sans doute gros de promesses, car il se leva aussitôt et passa dans la chambre voisine. Chapitre 210. Des échantillons. Pendant ce temps, la foule s'écoulait lentement, laissant à chaque angle de comptoir un murmure ou une menace, comme au banc de sable de l'océan, les flots laissent un peu d'écume ou d'algues broyées lorsqu'ils se retirent en descendant les marées. Au bout de 10 minutes, Molière reparut, faisant sous la tapisserie un signe à d'Artagnan. Celui-ci se précipita, entraînant Porthos, et, à travers des corridors assez compliqués, il le conduisit dans le cabinet de Percerin. Le vieillard, les manches retroussées,
fouillait une pièce de brocart à grandes fleurs d'or pour y faire naître de beaux reflets. En apercevant d'Artagnan, il laissa son étoffe et vint à lui, non pas radieux, non pas courtois, mais, en somme, assez civil. « Monsieur le capitaine des gardes, dit-il, vous m'excuserez, n'est-ce pas, mais j'ai affaire. »« Et oui, pour les habits du roi, je sais cela, mon cher monsieur Percerin, vous en faites 3, m'a-t-on dit. 5, mon cher monsieur, 5. 3 ou 5, cela ne m'inquiète pas, maître Percerin, et je sais que vous les ferez les plus beaux du monde. » « On le sait, oui. Une fois faits, ils seront les plus beaux du monde. Je ne dis pas non. Mais pour qu'ils soient les plus beaux du monde, il faut d'abord qu'ils soient, et pour cela, monsieur le capitaine, j'ai besoin de temps. »« Ah bah, 2 jours encore, c'est bien plus qu'il ne vous en faut, monsieur Percerin, » dit d'Artagnan avec le plus grand flegme. Percerin leva la tête en homme peu habitué à être contrarié, même dans ses caprices. Mais d'Artagnan ne fit point attention à l'air que l'illustre tailleur de brocart commençait à prendre. « Mon cher monsieur Percerin, continua-t-il, je vous amène une pratique. »« Ah, fit Percerin d'un air rechigné. « Monsieur le baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, continua d'Artagnan. Percerin essaya un salut qui ne trouva rien de bien sympathique chez le terrible Porthos, lequel, depuis son entrée dans le cabinet, regardait le tailleur de travers. « Un de mes bons amis, » acheva d'Artagnan. « Je servirai monsieur, » dit Percerin, « mais plus tard. »« Plus tard ? Et quand cela ? Mais quand j'aurai le temps. »« Vous avez déjà dit cela à mon valet, » interrompit Porthos, mécontent. « C'est possible, » dit Percerin, « je suis presque toujours pressé. »« Mon ami, » dit sentencieusement Porthos, « on a toujours le temps qu'on veut. » Percerin devint cramoisi, ce qui, chez les vieillards blanchis par l'âge, est un fâcheux diagnostic. « Monsieur, dit-il, est ma foi bien libre de se servir ailleurs. »« Allons, Percerin, » glissa d'Artagnan, « vous n'êtes pas aimable aujourd'hui. »« Eh bien, je vais vous dire un mot qui va vous faire tomber à nos genoux. Monsieur est non seulement un ami à moi, mais encore un ami à monsieur Fouquet. »« Ah, fit le tailleur, c'est autre chose. » Puis, se retournant vers Porthos. « Monsieur le baron est à monsieur le surintendant ?» demanda-t-il. « Je suis à moi » éclata Porthos, juste au moment où la tapisserie se soulevait pour donner passage à un nouvel interlocuteur. Molière observait. D'Artagnan riait. Porthos maugréait. « Mon cher Percerin, dit d'Artagnan, vous ferez un habit à monsieur le baron, c'est moi qui vous le demande. »« Pour vous, je ne dis pas, monsieur le capitaine. »« Mais ce n'est pas le tout. Vous lui ferez cet habit tout de suite. »« Impossible, avant 8 jours. »« Alors, c'est comme si vous refusiez de le lui faire, parce que l'habit est destiné à paraître aux fêtes de Vaux. »« Je répète que c'est impossible, » reprit l'obstiné vieillard. « Non pas, cher monsieur Percerin, surtout si c'est moi qui vous en prie, » dit une douce voix à la porte, voix métallique qui fit dresser l'oreille à d'Artagnan. C'était la voix d'Aramis. « Monsieur d'Herblay » s'écria le tailleur. « Aramis » murmura d'Artagnan. « Ah, notre évêque » fit Porthos. « Bonjour, d'Artagnan. »« Bonjour, Porthos. »« Bonjour, chers amis, » dit Aramis. « Allons, cher monsieur Percerin, faites l'habit de monsieur, et je vous réponds qu'en le faisant, vous ferez une chose agréable à monsieur Fouquet. » Et il accompagna ces paroles d'un signe qui voulait dire « consentez et congédiez ». Il paraît qu'Aramis avait sur maître Percerin une influence supérieure à celle de d'Artagnan lui-même, car le tailleur s'inclina en signe d'assentiment et, se retournant vers Porthos, « Allez vous faire prendre mesure de l'autre côté, » dit-il rudement. Porthos rougit d'une façon formidable. D'Artagnan vit venir l'orage et, interpellant Molière, « Mon cher monsieur,
lui dit-il à demi-voix. L'homme que vous voyez se croit déshonoré quand on toise la chair et les os que Dieu lui a départis. Étudiez-moi ce type, maître Aristophane, et profitez. Molière n'avait pas besoin d'être encouragé. Il couvait des yeux le baron Porthos. « Monsieur, lui dit-il, s'il vous plaît de venir avec moi, je vous ferai prendre mesure d'un habit sans que le mesureur vous touche. »« Oh, fit Porthos, comment dites-vous cela, mon ami ? » ?»« Je dis qu'on n'appliquera ni l'aune ni le pied sur vos coutures. C'est un procédé nouveau que nous avons imaginé pour prendre la mesure des gens de qualité dont la susceptibilité répugne à se laisser toucher par des manants. Nous avons des gens susceptibles qui ne peuvent souffrir d'être mesurés, cérémonie qui, à mon avis, blesse la majesté naturelle de l'homme, et si par hasard, monsieur, vous étiez de ces gens-là... Corbeuf, je crois bien que j'en suis. Eh bien, cela tombe à merveille, monsieur le baron, et vous aurez l'étrenne de notre invention. Mais comment diable s'y prend-on ? Dit Porthos, ravi. Monsieur, dit Molière en s'inclinant, si vous voulez bien me suivre, vous le verrez. Aramis regardait cette scène de tous ses yeux. Peut-être croyait-il reconnaître, à l'animation de d'Artagnan, que celui-ci partirait avec Porthos pour ne pas perdre la fin d'une scène si bien commencée. Mais, si perspicace que fût Aramis, il se trompait. Porthos et Molière partirent seuls. D'Artagnan demeura avec Percerin. Pourquoi ? Par curiosité, voilà tout. Probablement dans l'intention de jouir quelques instants de plus de la présence de son bon ami Aramis. Molière et Porthos disparus, d'Artagnan se rapprocha de l'évêque de Vannes, ce qui parut contrarier celui-ci tout particulièrement. « Un habit aussi pour vous, n'est-ce pas, cher ami ?» Aramis sourit. « Non, dit-il. »« Vous allez à Vaux, cependant. »« J'y vais, mais sans habit neuf. Vous oubliez, cher d'Artagnan, qu'un pauvre évêque de Vannes n'est pas assez riche pour se faire des habits à toutes les fêtes. »« Bah, dit le mousquetaire en riant, et les poèmes, n'en faisons-nous plus ?»« Oh, d'Artagnan, fit Aramis, il y a longtemps que je ne pense plus à toutes ces futilités. »« Bien, répéta d'Artagnan, mal convaincu. Quant à Percerin, il s'était replongé dans sa contemplation de brocart. « Ne remarquez-vous pas, dit Aramis en souriant, que nous gênons beaucoup ce brave homme, mon cher d'Artagnan. »« Ah, ah, murmura à demi-voix le mousquetaire, c'est-à-dire que je te gêne, cher ami. » Puis, tout haut, « Eh bien, partons. Moi, je n'ai plus affaire ici, et si vous êtes aussi libre que moi, cher Aramis... » « Non, moi, je voulais... » « Ah, vous aviez quelque chose à dire en particulier à Percerin ? Que ne me préveniez-vous de cela tout de suite ? » « De particulier, répéta Aramis. Oui, certes, mais pas pour vous, d'Artagnan. Jamais, je vous prie de le croire, je n'aurai rien d'assez particulier pour qu'un ami tel que vous ne puisse l'entendre. »« Oh, non, non, je me retire, insista d'Artagnan, mais en donnant à sa voix un accent sensible de curiosité, car la gêne d'Aramis, si bien dissimulée qu'elle fût, ne lui avait point échappé, et il savait que, dans cette âme impénétrable, tout, même les choses les plus futiles en apparence, marchait d'ordinaire vers un but inconnu, mais que, d'après la connaissance qu'il avait du caractère de son ami, le mousquetaire comprenait devoir être important. Aramis, de son côté, vit que d'Artagnan n'était pas sans soupçon, et il insista. « Restez, de grâce, dit-il. Voici ce que c'est. » Puis, se retournant vers le tailleur, « Mon cher Percerin, dit-il, je suis même très heureux que vous soyez là, d'Artagnan. »« Ah, vraiment ?» fit pour la 3e fois le Gascon, encore moins dupe cette fois que les autres. Percerin ne bougeait pas. Aramis le réveilla violemment en lui tirant des mains l'étoffe, objet de sa méditation. « Mon cher Percerin, lui dit-il, j'ai ici près Monsieur Lebrun, un des peintres de Monsieur Fouquet. »« Ah, très bien, pensa d'Artagnan, mais pourquoi Lebrun ?
Aramis regardait d'Artagnan, qui avait l'air de regarder des gravures de Marc-Antoine. « Et vous voulez lui faire un habit pareil à ceux des épicuriens ?» répondit Percerin. Et, tout en disant cela d'une façon distraite, le digne tailleur cherchait à rattraper sa pièce de brocart. « Un habit d'épicurien ?» demanda d'Artagnan d'un ton questionneur. « Enfin, dit Aramis avec son plus charmant sourire, il est écrit que ce cher d'Artagnan saura tous nos secrets ce soir. Oui, mon ami, oui. Vous avez bien entendu parler des épicuriens de M. Fouquet, n'est-ce pas ? Sans doute. N'est-ce pas une espèce de société de poètes dont sont La Fontaine, Loret, Pélisson, Molière, que sais-je, et qui tient son académie à Saint-Mandé ? C'est cela, justement. Eh bien, nous donnons un uniforme à nos poètes, et nous les enrégimentons au service du roi. Oh, très bien, je devine. Une surprise que M. Fouquet fait au roi. Oh, soyez tranquille, si c'est là le secret de M. Lebrun, je ne le dirai pas. Toujours charmant, mon ami. Non, M. Lebrun n'a rien à faire de ce côté. Le secret qui le concerne est bien plus important que l'autre encore. Alors, s'il est si important que cela, j'aime mieux ne pas le savoir, dit d'Artagnan en dessinant une fausse sortie. Entrez, monsieur Lebrun, entrez, dit Aramis en ouvrant de la main droite une porte latérale et en retenant de la gauche d'Artagnan. Ma foi, je ne comprends plus, dit Percerin. Aramis prit un temps, comme on dit en matière de théâtre. Mon cher monsieur Percerin, dit-il, vous faites 5 habits pour le roi, n'est-ce pas ? Un en brocart, un en drap de chasse, un en velours, un en satin et un en étoffe de Florence. Oui, mais comment savez-vous tout cela, monseigneur ? Demanda Percerin stupéfait. C'est tout simple, mon cher monsieur. Il y aura chasse, festin, concert, promenade et réception. Ces 5 étoffes sont d'étiquette. Vous savez tout, monseigneur. Et bien d'autres choses encore, allez, murmura d'Artagnan. Mais, s'écria le tailleur avec triomphe, ce que vous ne savez pas, monseigneur, tout prince de l'Église que vous êtes, ce que personne ne saura, ce que le roi seul, mademoiselle de la Vallière et moi savons, c'est la couleur des étoffes et le genre des ornements. C'est la coupe, c'est l'ensemble, c'est la tournure de tout cela. Eh bien, dit Aramis, voilà justement ce que je viens vous demander de me faire connaître, mon cher monsieur Percerin. Ah bah, s'écria le tailleur épouvanté, quoique Aramis eût prononcé les paroles que nous rapportons de sa voix la plus douce et la plus mielleuse. La prétention parut, en y réfléchissant, si exagérée, si ridicule, si énorme à M. Percerin, qu'il rit d'abord tout bas, puis tout haut, et qu'il finit par éclater. D'Artagnan l'imita, non qu'il trouvât la chose aussi profondément risible, mais pour ne pas laisser refroidir Aramis. Celui-ci les laissa faire tous deux, puis, lorsqu'ils furent calmés, « Au premier abord, dit-il, j'ai l'air de hasarder une absurdité, n'est-ce pas ? Mais d'Artagnan, qui est la sagesse incarnée, va vous dire que je ne saurais faire autrement que de vous demander cela. » « Voyons, fit le mousquetaire attentif, et sentant avec son flair merveilleux qu'on n'avait fait qu'escarmoucher jusque-là, et que le moment de la bataille approchait. « Voyons, dit Percerin avec incrédulité. « Pourquoi, continua Aramis, M. Fouquet donne-t-il une fête au roi ? N'est-ce pas pour lui plaire ? » « Assurément, fit Percerin. D'Artagnan approuva d'un signe de tête. Par quelle galanterie, par quelle bonne imagination, par une suite de surprises pareilles à celles dont nous parlions tout à l'heure à propos de l'enrégimentation de nos épicuriens. À merveille. Eh bien, voici la surprise, mon bon ami. Monsieur Lebrun, que voici, est un homme qui dessine très exactement. Oui, dit Percerin, j'ai vu des tableaux de monsieur, et j'ai remarqué que les habits étaient fort soignés. Voilà pourquoi j'ai accepté tout de suite de lui faire un vêtement
soit conformes à ceux de messieurs les épicuriens, soit particuliers. Cher monsieur, nous acceptons votre parole. Plus tard, nous y aurons recours. Mais pour le moment, monsieur Lebrun a besoin, non des habits que vous ferez pour lui, mais de ceux que vous faites pour le roi. Percerin exécuta un bond en arrière que d'Artagnan, l'homme calme et l'appréciateur par excellence, ne trouva pas trop exagéré, tant la proposition que venait de risquer Aramis renfermait de faces étranges et horripilantes. « Les habits du roi ? Donner à qui que ce soit au monde les habits du roi ? Oh, pour le coup, monsieur l'évêque, votre grandeur est folle !» s'écria le pauvre tailleur poussé à bout. « Aidez-moi donc, d'Artagnan, » dit Aramis, de plus en plus souriant et calme. « Aidez-moi donc à persuader monsieur, car vous comprenez, vous, n'est-ce pas ? » Pas trop, je l'avoue. »« Comment, mon ami ? Vous ne comprenez pas que monsieur Fouquet veut faire au roi la surprise de trouver son portrait en arrivant à Vaux ? Que le portrait, dont la ressemblance sera frappante, devra être vêtu juste comme sera vêtu le roi le jour où le portrait paraîtra ? » « Ah, oui, oui, » s'écria le mousquetaire presque persuadé, tant la raison était plausible. « Oui, mon cher Aramis, vous avez raison. Oui, l'idée est heureuse. Gageons qu'elle est de vous, Aramis. »« Je ne sais, » répondit négligemment l'évêque. « De moi ou de monsieur Fouquet ?» Puis, interrogeant la figure de Percerin, après avoir remarqué l'indécision de d'Artagnan, « Eh bien, monsieur Percerin, demanda-t-il, qu'en dites-vous ? Voyons. »« Je dis que vous êtes libre de refuser, sans doute. Je le sais bien, et je ne compte nullement vous forcer, mon cher monsieur. Je dirai plus. Je comprends même toute la délicatesse que vous mettez à n'aller pas au-devant de l'idée de monsieur Fouquet. Vous redoutez de paraître aduler le roi. Noblesse de cœur, monsieur Percerin, noblesse de cœur. » Le tailleur balbutia. « Ce serait en effet une bien belle flatterie à faire au jeune prince, » continua Aramis. « Mais m'a dit monsieur le surintendant, si Percerin refuse, dites-lui que cela ne lui fait aucun tort dans mon esprit et que je l'estime toujours. Seulement... » « Seulement, » répéta Percerin avec inquiétude. « Seulement, » continua Aramis, « je serai forcé de dire au roi, mon cher monsieur Percerin, vous comprenez, c'est monsieur Fouquet qui parle. Seulement, je serai forcé de dire au roi, sire, j'avais l'intention d'offrir à votre majesté son image, mais dans un sentiment de délicatesse, exagéré peut-être, quoique respectable, monsieur Percerin s'y est opposé. »« Opposé » s'écria le tailleur épouvanté de la responsabilité qui allait peser sur lui. « Moi, m'opposer à ce que désire, à ce que veut monsieur Fouquet quand il s'agit de faire plaisir au roi ? Oh, le vilain mot que vous avez dit là, monsieur l'évêque, m'opposer. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai prononcé, Dieu merci. J'en prends à témoin monsieur le capitaine des mousquetaires. N'est-ce pas, monsieur d'Artagnan, que je ne m'oppose à rien ?» D'Artagnan fit un signe d'abnégation indiquant qu'il désirait demeurer neutre. Il sentait qu'il y avait là-dessous une intrigue, comédie ou tragédie. Il se donnait au diable de ne pas la deviner, mais en attendant, il désirait s'abstenir. Mais déjà Percerin, poursuivi de l'idée qu'on pouvait dire au roi qu'il s'était opposé à ce qu'on lui fît une surprise, avait approché un siège à Lebrun et s'occupait de tirer d'une armoire 4 habits resplendissants, le 5e étant encore aux mains des ouvriers, et plaçait successivement les 10 chefs-d'œuvre sur autant de mannequins de Bergame qui, venus en France du temps de Concini, avaient été donnés à Percerin II par le maréchal d'Ancre après la déconfiture des tailleurs italiens ruinés dans leur concurrence. Le peintre se mit à dessiner, puis à peindre les habits. Mais Aramis, qui suivait des yeux toutes les phases de son travail et qui le veillait de près, l'arrêta tout à coup. « Je crois que vous n'êtes pas dans le ton, mon cher monsieur Lebrun, lui dit-il. Vos couleurs vous tromperont, et sur la toile se perdra cette parfaite ressemblance qui nous est absolument nécessaire. Il faudrait plus de temps pour observer attentivement les nuances. »« C'est vrai,
dit Percerin, mais le temps nous fait faute. Et à cela, vous en conviendrez, monsieur l'évêque, je ne puis rien. Alors la chose manquera, dit Aramis tranquillement, et cela faute de vérité dans les couleurs. Cependant, Lebrun copiait étoffe et ornements avec la plus grande fidélité, ce que remarquait Aramis avec une impatience mal dissimulée. Voyons, quel diable d'imbroglio joue-t-on ici ? Continua de se demander le mousquetaire. Décidément, cela n'ira point, dit Aramis. Monsieur Lebrun, fermez vos boîtes et roulez vos toiles. Mais c'est qu'aussi, monsieur, s'écria le peintre dépité, le jour est détestable ici. Une idée, monsieur Lebrun, une idée. Si on avait un échantillon des étoffes, par exemple, et qu'avec le temps et dans un meilleur jour, oh, alors, s'écria Lebrun, je répondrais de tout. Bon, dit d'Artagnan, ce doit être là le nœud de l'action. On a besoin d'un échantillon de chaque étoffe. Mordiou. Le donnera-t-il, ce Percerin ? Percerin, battu dans ses derniers retranchements, dupe, d'ailleurs, de la feinte bonhomie d'Aramis, coupa 5 échantillons qu'il remit à l'évêque de Vannes. « J'aime mieux cela, n'est-ce pas ?» dit Aramis à d'Artagnan. « C'est votre avis, hein ?»« Mon avis, mon cher Aramis, » dit d'Artagnan, « c'est que vous êtes toujours le même. »« Et, par conséquent, toujours votre ami, » dit l'évêque, avec un son de voix charmant. « Oui, oui, » dit tout haut d'Artagnan, puis tout bas, « si je suis ta dupe, double jésuite, je ne veux pas être ton complice, au moins. Et, pour ne pas être ton complice, il est temps que je sorte d'ici. »« Adieu, Aramis, » ajouta-t-il tout haut. « Adieu, je vais rejoindre Porthos. »« Alors, attendez-moi, » fit Aramis en empochant les échantillons, « car j'ai fini, et je ne serais pas fâché de dire un dernier mot à notre ami. » Lebrun plia bagage, Percerin rentra ses habits dans l'armoire, Aramis pressa sa poche de la main pour s'assurer que les échantillons y étaient bien renfermés, et tous sortirent du cabinet. Chapitre 211 où Molière prit peut-être sa première idée du bourgeois gentilhomme. D'Artagnan retrouva Porthos dans la salle voisine. Non plus Porthos irrité, non plus Porthos désappointé, mais Porthos épanoui, radieux, charmant, et causant avec Molière, qui le regardait avec une sorte d'idolâtrie et comme un homme qui, non seulement n'a jamais rien vu de mieux, mais qui encore n'a jamais rien vu de pareil. Aramis alla droit à Porthos, lui présenta sa main fine et blanche, qui alla s'engloutir dans la main gigantesque de son vieil ami, opération qu'Aramis ne risquait jamais sans une espèce d'inquiétude. Mais, la pression amicale s'étant accomplie sans trop de souffrance, l'évêque de Vannes se retourna du côté de Molière. « Eh bien, monsieur, lui dit-il, viendrez-vous avec moi à Saint-Mandé ?»« J'irai partout où vous voudrez, monseigneur, » répondit Molière. « À Saint-Mandé » s'écria Porthos, surpris de voir ainsi le fier évêque de Vannes en familiarité avec un garçon tailleur. « Quoi, Aramis, vous emmenez monsieur à Saint-Mandé ?»« Oui, » dit Aramis en souriant, « le temps presse. »« Et puis, mon cher Porthos, » continua d'Artagnan, « monsieur Molière n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. »« Comment ?» demanda Porthos. « Oui, monsieur est un des premiers commis de maître Percerin. Il est attendu à Saint-Mandé pour essayer aux épicuriens les habits de fête qui ont été commandés par monsieur Fouquet. »« C'est justement cela, » dit Molière. « Oui, monsieur. »« Venez donc, mon cher monsieur Molière, » dit Aramis, « si toutefois vous avez fini avec monsieur du Vallon. »« Nous avons fini, » répliqua Porthos. « Et vous êtes satisfait ?» demanda d'Artagnan. « Complètement satisfait, » répondit Porthos. Molière prit congé de Porthos avec force salut et serra la main que lui tendit furtivement le capitaine des mousquetaires. « Monsieur, » acheva Porthos en minaudant, « monsieur, soyez exact, surtout. »« Vous aurez votre habit dès demain, monsieur le baron, » répondit Molière.
et il partit avec Aramis. Alors d'Artagnan, prenant le bras de Porthos, « Que vous a donc fait ce tailleur, mon cher Porthos ?» demanda-t-il, « pour que vous soyez si content de lui ?»« Ce qu'il m'a fait, mon ami ? Ce qu'il m'a fait ?» s'écria Porthos avec enthousiasme. « Oui, je vous demande ce qu'il vous a fait. »« Mon ami, il a su faire ce qu'aucun tailleur n'avait jamais fait. Il m'a pris mesure sans me toucher. »« Ah bah, contez-moi cela, mon ami. » D'abord, mon ami, on a été chercher, je ne sais où, une suite de mannequins de toutes les tailles, espérant qu'il s'en trouverait un de la mienne. Mais le plus grand, qui était celui du tambour-major des Suisses, était de 2 pouces trop court et d'un demi-pied trop maigre. Ah, vraiment ? C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, mon cher d'Artagnan. Mais c'est un grand homme, ou tout au moins un grand tailleur que ce monsieur Molière. Il n'a pas été le moins du monde embarrassé pour cela. Et qu'a-t-il fait ? Oh, une chose bien simple, c'est inouï, par ma foi. Comment ? On est assez grossier pour n'avoir pas trouvé tout de suite ce moyen. Que de peine et d'humiliation on m'eût épargné. Sans compter les habits, mon cher Porthos. Oui, 30 habits. Eh bien, mon cher Porthos, voyons, dites-moi la méthode de monsieur Molière. Molière, vous l'appelez ainsi, n'est-ce pas ? Je tiens à me rappeler son nom. Oui, ou Poquelin, si vous l'aimez mieux. Non, j'aime mieux Molière. Quand je voudrais me rappeler son nom, je penserai à Volière et, comme j'en ai une à Pierrefonds. À merveille, mon ami. Et sa méthode à ce monsieur Molière ? La voici. Au lieu de me démembrer comme font tous ces bélitres, de me faire courber les reins, de me faire plier les articulations, toute pratique déshonorante et basse. D'Artagnan fit un signe approbatif de la tête. « Monsieur, m'a-t-il dit, un galant homme doit se mesurer lui-même. Faites-moi le plaisir de vous approcher de ce miroir. » Alors, je me suis approché du miroir. Je dois avouer que je ne comprenais pas parfaitement ce que ce brave monsieur Volière voulait de moi. Molière ? Ah oui, Molière. Et, comme la peur d'être mesuré me tenait toujours, « Prenez garde, lui ai-je dit, à ce que vous m'allez faire. Je suis fort chatouilleux, je vous en préviens. » Mais lui, de sa voix douce, car c'est un garçon courtois, mon ami, il faut en convenir. Mais lui, de sa voix douce, « Monsieur, dit-il, pour que l'habit aille bien, il faut qu'il soit fait à votre image. Votre image est exactement réfléchie par le miroir. Nous allons prendre mesure sur votre image. » « En effet, dit d'Artagnan, vous vous voyez au miroir. Mais comment a-t-on trouvé un miroir où vous puissiez vous voir tout entier ? » ?»« Mon cher, c'est le propre miroir où le roi se regarde. »« Oui, mais le roi a 1,5 pied de moins que vous. »« Eh bien, je ne sais pas comment cela se fait, c'était sans doute une manière de flatter le roi, mais le miroir était trop grand pour moi. Il est vrai que sa hauteur était faite de 3 glaces de Venise superposées, et sa largeur des mêmes glaces juxtaposées. Oh, mon ami, les admirables mots que vous possédez là, où diable en avez-vous fait collection ? » ?»« À Belle-Île, Aramis les expliquait à l'architecte. »« Ah, très bien. Revenons à la glace, cher ami. » »« Alors, ce brave monsieur Volière... »« Molière. »« Oui, Molière, c'est juste. Vous allez voir, mon cher ami, que voilà maintenant que je vais trop me souvenir de son nom. Ce brave monsieur Molière se mit donc à tracer avec un peu de blanc d'Espagne des lignes sur le miroir, le tout en suivant le dessin de mes bras et de mes épaules, et cela tout en professant cette maxime que je trouvais admirable. Il faut qu'un habit ne gêne pas celui qui le porte. » »« En effet, dit d'Artagnan, voilà une belle maxime qui n'est pas toujours mise en pratique. » »« C'est pour cela que je la trouvais d'autant plus étonnante, surtout lorsqu'il la développa. »« Ah, il développa cette maxime ? » ?»« Parbleu. »« Voyons le développement. »« Attendu, continua-t-il, que l'on peut, dans une circonstance difficile ou dans une situation gênante, avoir son habit sur l'épaule et désirer ne pas ôter son habit. »« C'est vrai, dit d'Artagnan. »« Ainsi, continua M. Volière. »« Molière. »« Molière, oui. Ainsi, continua M. Molière. Vous avez besoin de tirer l'épée,
monsieur, et vous avez votre habit sur le dos. Comment faites-vous ? Je l'ôte, répondis-je. Eh bien non, répondit-il à son tour. Comment non ? Je dis qu'il faut que l'habit soit si bien fait qu'il ne vous gêne aucunement, même pour tirer l'épée. Ah, ah, mettez-vous en garde, poursuivit-il. J'y tombais avec un si merveilleux aplomb que 2 carreaux de la fenêtre en sautèrent. Ce n'est rien, dit-il, restez comme cela. Je levai le bras gauche en l'air, l'avant-bras plié gracieusement, la manchette rabattue et le poignet circonflexe, tandis que le bras droit à demi étendu garantissait la ceinture avec le coude et la poitrine avec le poignet. Oui, dit d'Artagnan, la vraie garde, la garde académique. Vous avez dit le mot, cher ami. Pendant ce temps, Molière. Tenez, décidément, mon cher ami, j'aime mieux l'appeler... Comment avez-vous dit son autre nom ? Poquelin. J'aime mieux l'appeler Poquelin. Et comment vous souviendrez-vous mieux de ce nom que de l'autre ? Vous comprenez ? Il s'appelle Poquelin, n'est-ce pas ? Oui. Je me rappellerai Madame Coquenard. Bon. Je changerai coq en poc, nard en lin, et au lieu de coquenard, j'aurai Poquelin. C'est merveilleux, s'écria d'Artagnan abasourdi. Allez, mon ami, je vous écoute avec admiration. Ce Coquelin esquissa donc mon bras sur le miroir. Poquelin, pardon. Comment ai-je donc dit ? Vous avez dit Coquelin. Oh, c'est juste. Ce Poquelin esquissa donc mon bras sur le miroir. Mais il y mit le temps. Il me regardait beaucoup. Le fait est que j'étais très beau. Cela vous fatigue ? demanda-t-il. Un peu, répondis-je en pliant sur les jarrets. Cependant, je peux tenir encore 1 heure. Non, je ne le souffrirai pas. Nous avons ici des garçons complaisants qui se feront un devoir de vous soutenir les bras, comme autrefois on soutenait ceux des prophètes quand ils invoquaient le Seigneur. Très bien, répondis-je. Cela ne vous humiliera pas ? Mon ami, lui dis-je, il y a, je le crois, une grande différence entre être soutenu et être mesuré. La distinction est pleine de sens, interrompit d'Artagnan. Alors, continua Porthos, il fit un signe. 2 garçons s'approchèrent. L'un me soutint le bras gauche, tandis que l'autre, avec infiniment d'adresse, me soutenait le bras droit. Un 3e garçon, dit-il. Un 3e garçon s'approcha. Soutenez les reins de monsieur, dit-il. Le garçon me soutint les reins. De sorte que vous posiez, demanda d'Artagnan. Absolument. Et Poquenard me dessinait sur la glace. Poquelin, mon ami. Poquelin, vous avez raison. Tenez, décidément, j'aime encore mieux l'appeler Volière. Oui, et que ce soit fini, n'est-ce pas ? Pendant ce temps-là, Volière me dessinait sur la glace. C'était galant. J'aime fort cette méthode. Elle est respectueuse et met chacun à sa place. Et cela se termina, sans que personne m'eût touché, mon ami. Excepté les 3 garçons qui vous soutenaient. Sans doute. Mais je vous ai déjà exposé, je crois, la différence qu'il y a entre soutenir et mesurer. C'est vrai, répondit d'Artagnan, qui se dit ensuite à lui-même. Ma foi, ou je me trompe fort, ou j'ai valu là une bonne aubaine à ce coquin de Molière, et nous en verrons bien certainement la scène tirée au naturel dans quelque comédie. Porthos se souriait. « Quelle chose vous fait rire ?» lui demanda d'Artagnan. « Faut-il vous l'avouer ? Eh bien, je ris de ce que j'ai tant de bonheur. »« Oh, cela c'est vrai. Je ne connais pas d'homme plus heureux que vous. Mais quel est le nouveau bonheur qui vous arrive ? » « Eh bien, mon cher, félicitez-moi. » « Je ne demande pas mieux. Il paraît que je suis le premier à qui l'on ait pris mesure de cette façon-là. » « Vous en êtes sûr ? » ?»« À peu près. Certains signes d'intelligence échangés entre Volière et les autres garçons me l'ont bien indiqué. »« Eh bien, mon cher ami, cela ne me surprend pas de la part de Molière. »« Volière, mon ami. »« Oh, non, par exemple, je veux bien vous laisser dire Volière à vous. Mais je continuerai, moi, à dire Molière. Eh bien, cela, disais-je donc, ne m'étonne point de la part de Molière, qui est un garçon ingénieux.
Et à qui vous avez inspiré cette belle idée ? Elle lui servira plus tard, j'en suis sûr. Comment donc ? Si elle lui servira, je le crois bien, qu'elle lui servira, et même beaucoup, car, voyez-vous, mon ami, Molière est, de tous nos tailleurs connus, celui qui habille le mieux nos barons, nos comtes et nos marquis, à leur mesure. » Sur ce mot, dont nous ne discuterons ni la propos ni la profondeur, D'Artagnan et Porthos sortirent de chez maître Percerin et rejoignirent leur carrosse. Nous les y laisserons, s'il plaît au lecteur, pour revenir auprès de Molière et d'Aramis à Saint-Mandé.